Bien, nous commençons avec les boulangers qui manifestent ce lundi à Paris à l'initiative d'un collectif de boulangers créé sur Facebook. Frédéric Roy, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes boulanger niçois, vous êtes à l'initiative de ce collectif, de cette mobilisation sur Facebook. Alors, vous protestez, vous allez manifester, je crois. Absolument, à 14h, place de la Nation. Place de la Nation. Manifester pourquoi ? Pour la survie de nos entreprises artisanales, car ce ne sont pas que les artisans boulangers qui sont touchés, mais bien tous les métiers de l'artisanat qui ont des soucis d'augmentation sur l'énergie. On voit des factures multipliées par 3, par 4, par 5, voire par 6. On peut pas, je veux dire. Il y a une partie de la facture qui ne pourra pas être payée. Bien, une partie de la facture ne pourra pas être payée. À l'heure actuelle, le bouclier tarifaire qui s'applique pour les particuliers, je le rappelle, sur les prix de l'énergie. Le bouclier tarifaire, c'est un plafond à 15% d'augmentation, pas plus, des factures. Ce bouclier tarifaire est ouvert aux TPE de moins de 10 salariés. Je dis bien de moins de 10 salariés, avec un chiffre d'affaires annuel inférieur à 2 millions d'euros, et dont le compteur électrique est d'une puissance inférieure à 36 kWh. C'est cela, hein ? C'est ça, oui, 36 kVA. Oui, kVA, exactement, oui, kVA, oui. Alors, ça veut dire que ce sont les boulangers de plus de 10 salariés qui sont les plus touchés ? Pas forcément, non. Moi, j'ai que 2 salariés, mon épouse est un apprenti, et je suis touché parce que rien que mon four électrique utilise les 36 kVA. Ah, donc, ça veut dire que je suis en tarif jaune. Oui. Et de là, donc, je ne suis pas couvert par le bouclier tarifaire. Et c'est le cas dans beaucoup d'entreprises artisanales. Bien. Donc, dispositif insuffisant, les aides, pour vous. En fait, sur le fond, ce qu'il faudrait, c'est pas des aides. C'est qu'on produit en France une électricité à moins de 50 € le mégawattheure. Quand on voit qu'on veut nous le revendre avec un plafonnement à 280 € lissé sur l'année, c'est juste intolérable. Bien, Frédéric Roy, regardons un peu quelles sont les mesures prises par le gouvernement. Rappelons-les pour que chacun ait une idée. Félix Mathieu, amortisseur d'électricité, guichet, tarif garanti. Il existe un certain nombre d'aides pour les PME face à l'explosion des factures. Oui, les très petites entreprises sont éligibles aux tarifs réglementés du gaz et de l'électricité à 2 conditions. Effectivement, employer moins de 10 salariés et réaliser moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. 1,5 million de TPE sont assurés ainsi de voir la hausse de leur facture d'énergie plafonnée à 15% cette année. En application de ce nouveau bouclier tarifaire, reste forcément 600 000 TPE non éligibles à ces tarifs réglementés à cause de la puissance de leur compteur d'électricité. Certains boulangers, vous en parliez, des artisans, ces entreprises peuvent bénéficier d'un tarif garanti sur leur facture d'électricité. Tarif fixé à un niveau moyen de 280 € par mégawattheure. Mais ce tarif n'est réservé qu'aux entreprises qui auraient renouvelé leur contrat entre le 1er juillet et le 31 décembre, le fameux semestre au cours duquel les cours se sont envolés sur le marché de l'énergie. Pour les petites et moyennes entreprises qui emploient 10 à 249 personnes et qui font moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, le gouvernement a lancé un amortisseur électricité. Il bénéficie aux PME facturées entre 180 et 500 € le mégawattheure. 15 à 20% de la facture d'électricité prise en charge par l'État. Selon le gouvernement, cet amortisseur bénéficie également aux très petites entreprises si elles ne sont pas éligibles aux tarifs réglementés. Le gouvernement prévoit aussi un dispositif de guichet qui permet aux entreprises de recevoir jusqu'à 4 millions d'euros d'aide si leur facture a augmenté d'au moins 50% depuis 2021. Enfin, les entreprises de moins de 250 salariés peuvent demander au fisc ou à l'URSSAF de reporter le paiement de leurs impôts ou de leurs cotisations sociales. Bien, il y a beaucoup de dispositifs, Frédéric Roy. Absolument, mais il faut simplifier tout ça. Oui. C'est-à-dire, en les regroupant toutes, je vais vous citer mon exemple. Moi, je paye actuellement 1 000 € par mois d'électricité. Oui. Depuis le 1er janvier, je suis multiplié par 4. Donc, je vais recevoir une facture de 4 000 €. En cumulant toutes ces aides, et à condition que je sois éligible à toutes, cela va représenter un maximum de 40% du montant de l'augmentation. Ce qui fait que de 2 000, je vais passer à 3 000. Voilà. Voilà, 2000. La réalité. Oui. Voilà. Au lieu d'être multiplié par 4, je serai multiplié par 3, ce qui est encore énorme, puisque sur ma facture annuelle, je vais devoir rajouter à mes prix de vente 30 000 €.
Oui, je comprends. Alors, inquiétude, non seulement pour les boulangers, mais tous les professionnels de l'artisanat, de la restauration, et les artisans aussi. Et je vais prendre Philippe dans un instant, qui est à Toulouse, en Haute-Garonne. Mais donc, et si le gouvernement se décidait à appliquer le plafond 15%, ce bouclier tarifaire appliqué pour les particuliers, ça vous irait? Bien sûr, c'est ce qu'on demande, le bouclier tarifaire pour tous. De bouclier tarifaire pour tous. 15%, vous supportez? Bien sûr. Il y a quand même eu des augmentations importantes du coût des matières premières depuis le mois de septembre, mais malgré tout, ce qui est sûr, c'est que ces factures d'électricité ont déjà fait fermer certains artisans. Moi, j'ai encore un collègue qui a fermé là il y a 2 jours et il ne rouvrira pas. Il y en a d'autres qui sont en difficulté, mais à court, moyen et long terme, ça va nous fragiliser, voire fermer les plus fragiles. Ça, c'est une certitude. Hein. Ça a déjà commencé. Bien, nous allons prendre Philippe, qui est à Toulouse, en Haute-Garonne. Bonjour Philippe. Bonjour Jean-Jacques. Vous êtes artisan ébéniste, Philippe. Oui, tout à fait. Alors, racontez-nous. Alors, nous, on ne subit pas énormément l'augmentation du prix de l'énergie parce que on a un contrat qui est un 18 kVA, oui. On est des petits consommateurs, donc jusque-là, ça va. Par contre, on prend de plein fouet 2 choses. C'est l'augmentation des matières premières. Oui. Et des consommables, parce que tout s'est envolé. On prend aussi, nous on arrive dans l'ébénisterie et l'agencement, on arrive en fin de parcours dans le domaine de la construction. Donc nos clients ont déjà pris des augmentations faramineuses sur les premières œuvres. Donc il y a quand même un énorme frein. Et il y a le moral des troupes où l'aménagement intérieur, ça reste de l'annexe. Et nos clients préfèrent, je pense, différer leurs dépenses et ça commence. Le moral des troupes commence à devenir plus que catastrophique. Mais Philippe, l'aménagement intérieur a été très en vogue pendant le Covid et après le Covid. Oui, Philippe, on a fait beaucoup d'avancements. On a investi énormément. Bien sûr. Vous avez combien de salariés, Philippe? Alors, j'ai pas de salariés. On est 3 associés. Vous êtes 3 associés, d'accord. Voilà, donc une toute petite Mais est-ce que votre petite entreprise est en danger ou pas? Là, oui. Là, honnêtement, depuis 2 mois, on commence à être en danger. Entre l'augmentation des devis qui ne passent pas parce que les gens n'ont simplement plus les moyens et pas le moral, et ça commence à devenir très difficile. Vous pensez qu'il y a un ralentissement de l'activité? Alors de notre côté, oui, énorme. Et mes fournisseurs. Après 2 années fortes, après 1 année et demie forte, ralentissement de l'activité. Ah, énorme. Oui. C'est intéressant votre témoignage parce qu'il est significatif de la situation. Moi j'aime beaucoup, c'est la raison pour laquelle j'aime cette émission, 0826 300 300, je le rappelle, parce que vous témoignez, vous nous dites ce qui se passe réellement, dans le concret, et c'est ce qui compte. Philippe, merci beaucoup. Je vous remercie. Vraiment, merci. Frédéric Roy, vous avez écouté Philippe. Vous constatez, vous, un ralentissement de votre activité ou pas? On commence de voir des clients qui prennent moins parce qu'on prend souvent en indice de référence la baguette. Oui. Mais nous, ce qui fait vivre une boulangerie-pâtisserie, comme son nom l'indique, c'est le pain, mais c'est aussi le rayon viennoiserie, le rayon pâtisserie, le rayon snacking, tout ce qui est salé et autres. Et on commence de voir des gens qui commencent un peu à faire attention. Oui, effectivement, ça a commencé parce que les gens aussi, à titre personnel, sont touchés par l'inflation. Et c'est ça qui est dangereux. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas devoir réinjecter l'entièreté de ces hausses sur nos prix de vente, parce qu'en face, on a de la concurrence, et on a de la concurrence parfois déloyale, parce qu'on voit des terminaux de cuisson ou des boulangeries dites froides qui ne produisent pas, et qui, eux, sont protégés par le bouclier tarifaire. C'est ça qui est dangereux. Alors, le président de votre confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française, vous êtes affilié, Frédéric Roy? Pas du tout. Ah non, pas du tout. Alors, le président de la Confédération nationale n'appelle pas à manifester aujourd'hui. Il dit, ces collectifs demandent le bouclier tarifaire. Oui, vous l'avez fait, Frédéric Roy. Ce n'est pas possible pour l'instant parce que on est en négociation en ce moment avec le gouvernement. On essaie de trouver des solutions. Oui, bon voilà, il essaye. Et comme son nom l'indique, il essaye. Mais pour l'instant, il n'y a pas de solution et il y a les copains qui ferment. Donc la situation est relativement grave. Il y a un temps pour négocier, mais quand ça aboutit pas,
Faut monter au front. Et ce monsieur qui explique ça, puisqu'on parle de Dominique Enrac, le président de la Confédération, faut qu'il sache que son syndicat est départementalisé, que certains présidents de syndicats départementaux ont, quant à eux, appelé à venir manifester. Ils seront là cet après-midi. Donc il y a de la dissension au sein de la boulangerie-pâtisserie. Un petit peu, on va dire. Oui. Il y a aussi des présidents départementaux qui ont des machines à calculer et qui ont bien compris que ça allait être compliqué de tout répercuter sur les prix de vente. Et dites-moi, il y a des boulangers aujourd'hui qui n'hésitent plus à reprendre des fours à bois, mais c'est marginal, non, Frédéric Roy? Oui, c'est relativement marginal. Quand vous êtes en ville, moi qui suis à Nice, je ne vais pas empiler mes stères de bois sur la promenade des Anglais. Donc c'est pas évident pour tout le monde. C'est à la campagne. Celui qui peut, ça peut être une solution, bien sûr. Quand on voit la crise qu'on vit en ce moment, ça peut être une solution. Mais après, au niveau écologique, il y a aussi un problème écologique, quoi. Tout ce qui est cheminée, on sait que c'est pas forcément très écologique. Mais ça peut être une solution pour réduire la facture d'énergie, bien évidemment. Merci Frédéric Roy, dans tous les cas. Merci à vous. Merci, avec plaisir. Merci à Philippe et merci à toutes celles et ceux qui interviennent dans cette émission 0826 300 300. Vous savez, c'est comme ça. Tiens, nous allons parler des 35 heures. Pourquoi ? Parce que c'est une idée du MoDem. Vous savez que le gouvernement, avec cette réforme des retraites, le gouvernement empêtré dans cette réforme des retraites, vraiment empêtrée. Le gouvernement présente sa réforme aujourd'hui en Conseil des ministres. Elle est présentée en Conseil des ministres avec autour d'Emmanuel Macron. Mais le gouvernement cherche des possibilités pour essayer de calmer les ardeurs des uns et des autres, et notamment à travers l'Assemblée nationale et le débat qui s'ouvrira début février. Eh bien, le MoDem fait une proposition au gouvernement, le MoDem qui est membre de la majorité. Le MoDem propose une semaine à 35h30. 30 minutes de travail supplémentaire par semaine pour financer la réforme et baisser, surtout, ça c'est très intéressant, l'âge du taux plein fixé à 67 ans pour les personnes ayant eu des carrières hachées et qui sont impactées par la réforme. Évidemment, si vous avez des carrières hachées, vous ne partirez pas à 62, 63, 64 ans, vous partirez à 67 ans avec une retraite pleine, hein. Je parle de retraite pleine. Eh bien, cette idée va être développée dans un instant sur l'antenne de Sud Radio par le député MoDem, l'un des porteurs de cette idée, Erwan Balanan, qui est avec nous dans 2 minutes. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h47, la réforme des retraites est présentée en Conseil des ministres ce matin, réforme des retraites. Erwan Balanan, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes député MoDem, Erwan Balanan, on vous reçoit souvent ici. Le gouvernement, franchement, est un peu empêtré avec cette réforme des retraites, ne sait pas trop comment sortir de cette nasse à l'occasion du débat parlementaire. Ce sera peut-être la solution. Le gouvernement va essayer de trouver des solutions pour sortir de cette nasse. Alors, avant de revenir sur votre proposition, MoDem... Alors c'est une proposition, c'est pas une proposition, hein, c'est une piste de travail. Il y a un petit peu d'emballement sur le sujet. Ah bon? Oui. Vous faites marche arrière un peu, là, ou quoi? Ah non, oulala, pas du tout. Vous me connaissez, vous me connaissez, Monsieur Bourdin, j'assume généralement toujours assez bien les pistes de travail. Non, c'est une piste de travail, mais pour l'instant, on n'en est pas du tout là. Bon. Nous, ce qu'on cherche à faire, parce que vous l'avez dit, c'est pas que le gouvernement dans la nasse, c'est qu'il y a une inquiétude légitime des Français. Oui, c'est normal. Ça veut dire que le gouvernement est empêtré avec cette réforme. Moi, je ne suis pas sûr qu'ils soient empêtrés, parce que pour l'instant, le débat n'a pas commencé. Oui, il y a le texte va arriver aujourd'hui au Conseil des ministres, et puis on aura l'étude d'impact, et tout ça, on va travailler, on va continuer à travailler. Oui. La question, elle est simple. C'est comment on arrive à avoir un système de retraite pérenne qui dure et qui soit un système qui soit sans doute et qui doit être plus juste. Voilà où on en est et on réfléchit à un certain nombre de pistes. Bon, je vais y revenir, Erwan Balanan. Oui. Alors, la réforme des retraites est donc présentée en Conseil des ministres aujourd'hui. Félix Mathieu. Oui, déterminé à dérouler son calendrier, le gouvernement présente en Conseil des ministres une réforme des retraites sur laquelle il ne cède rien quant aux principales revendications des syndicats qui entendent encore amplifier la mobilisation. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, doit ensuite s'adresser à la presse avec le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, après la première journée de mobilisation qui a réuni
1 à 2 millions de personnes jeudi. Et puis avant la prochaine prévue, surtout le 31 janvier, Emmanuel Macron profite de ce rendez-vous pour réaffirmer un objectif en termes de calendrier, un débat parlementaire au pas de course pour une entrée en vigueur du projet dès cet été. Le chef de l'État qui a estimé hier avoir déjà fait preuve d'ouverture. Il refuse de dire clairement qu'il maintiendra les 64 ans jusqu'au bout. Il dit ne pas vouloir se substituer au débat parlementaire. Ses ministres, en tout cas, assurent être prêts au dialogue pour enrichir le texte, mais uniquement à la marge. Sur ses principes, ils ont ouvert, par exemple, pour la première fois la porte ce week-end à des mesures plus fermes sur l'emploi des seniors. Le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, se dit prêt à regarder sans tabou des mesures coercitives pour les entreprises qui ne joueraient pas le jeu, alors que jusqu'ici, le gouvernement parlait plutôt d'un index senior qui laissait les syndicats dubitatifs. Erwan Balana, on va parler de l'emploi des seniors et d'éventuelles mesures plus coercitives. Mais je voudrais regarder, tiens, une dernière information qui vient de tomber. La hausse de l'âge légal de départ dès le mois de septembre, c'est ce qui est prévu dans le projet de loi, c'est la mesure phare, la hausse de l'âge légal. On ne parle que de cela, ce qui est dommage parce que ça occulte un peu tout le reste. Mesure phare de la réforme des retraites pourrait conduire 50 000 personnes à décaler leur départ dès cette année. C'est ce qu'estime le Haut Conseil des finances publiques. Moi, je me mets à la place de ces personnes qui avaient tout prévu, qui devaient partir, qui sont obligées au dernier moment de décaler leur départ à la retraite. C'est pas satisfaisant, franchement, et c'est injuste. C'est vrai qu'il faut prendre en compte ça pour les Français qui avaient prévu. Mais il y a un moment donné, il va bien falloir mettre un moment de départ de cette réforme. En réalité, on entend beaucoup de critiques, mais moi j'aimerais bien rappeler quand même que la réforme que nous portons là est une grande partie de la réforme Touraine. Réforme Touraine qui avait été votée sans trop d'histoire par les socialistes en 2013 et qui promulguée en 2014. Oui. On l'accélère parce que on le constate, les comptes n'y sont pas et si on veut que notre système puisse être pérenne. Ça, les Français ne vous croient pas. Je sais qu'ils ne nous croient pas, mais enfin les chiffres hélas sont là et moi je suis le premier à le regretter. Je préférerais évidemment, comme beaucoup de Français, qu'on puisse rester sur une situation qui est celle-là. Mais les Français voient aussi, moi j'ai eu beaucoup de discussions dans ma circonscription ce week-end, les Français sont aussi parfaitement conscients, du vieillissement de la population, du recul d'âge de l'espérance de vie qui augmente, et puis surtout de la démographie. Les Français le voient bien. Donc il faut qu'on continue à travailler. Mais Erwan Balana, je suis d'accord, mais entrons dans le détail, parce que j'ai pas trop de temps, je voudrais pas que... je voudrais pas. Alors, il faut plus de justice, peut-être, dans cette réforme, parce que, effectivement, quand on a eu une carrière hachée, on se retrouve à partir à taux plein à 67 ans. Donc, il faut faire mieux. Et pour faire mieux, vous proposez, c'est une piste de réflexion, vous le dites, une semaine à 35h30, 30 minutes de travail supplémentaire par semaine pour financer la réforme et aider, justement, à un départ un peu plus tôt que 67 ans. Oui, c'était l'idée, et c'est toujours une piste de travail. Mais enfin, il faut aussi qu'elle soit comprise, parce que si les Français ne sont pas prêts à bouger sur les 35 heures, on va aussi avoir un certain nombre de soucis. Donc, vous voyez, et ça montre d'ailleurs la complexité de cette réforme et la complexité du temps de travail. Donc cette piste vous l'avez abandonnée, quoi, si j'ai bien compris. Elle n'est pas encore validée. Oui, elle est abandonnée, quoi. Disons clairement les choses. Mais moi, j'aime bien que les choses soient dites clairement. Erwan Balana, vous l'avez abandonnée parce que le gouvernement a dit non hier. Non, je vais être honnête avec vous. Allez. Et je vais être honnête avec vous. Il y a des gens dans notre groupe qui pensent qu'il faut la porter et continuer à la porter. D'autres pensent qu'il faut peut-être l'abandonner. L'oublier, mais rien n'est tranché et je vous le dis, on va travailler et c'est ce qui fait aussi une des caractéristiques de notre groupe depuis le début de... votre groupe qui est assez partagé parce que certains dans votre groupe ne veulent pas voter la réforme des retraites en l'état. Et une personne qui a fait preuve de... Richard Ramos. Richard qui a montré un peu de mauvaise humeur. Il était avec nous cette semaine. Mais une personne, et Richard, il pourra certainement, une fois qu'on aura avancé sur le débat et qu'on aura des gages de cette justice sociale, parce que nous, ce qui nous guide, c'est l'équilibre et la justice sociale. C'est vraiment les deux pieds sur lesquels on marche pour avancer. François Bayrou voulait une hausse des cotisations patronales.
ce qui a été refusé par le gouvernement. Décidément, tout ce que vous proposez est refusé par le gouvernement. Non, parce que souvenez-vous que cette histoire du début de la retraite, initialement, elle devait passer par voie d'amendement durant la période budgétaire il y a 6 mois, et on a réussi, un peu moins de 6 mois, et on a réussi à gagner du temps, et ça, c'était une idée de François Bayrou, qui est ce dialogue, qui est cette discussion. Et donc, on est sur un projet un peu plus complet maintenant, et on va continuer le travail. Donc, non, je ne crois pas que tout ce qu'on propose passe aux oubliettes. Enfin, si vous ne trouvez pas... C'est justement parce que quand on a des idées, qu'on met des pistes de travail sur la table, on voit qu'à chaque fois ça suscite un enthousiasme, c'est qu'elles ne doivent pas être si mauvaises que ça. Donc je pense qu'on va continuer le travail. Bien, merci Erwan Balanant, merci. Il est 10h55, c'est enterré, hein, vous avez compris pratiquement. Enfin bon, il est 10h55, beaucoup de bruit pour rien. Vous êtes sur l'antenne de Sud Radio, moi ça sert à ça, hein, le direct, et d'avoir les acteurs de l'actualité ici, et vos réactions évidemment 0826 300 300. Un autre sujet qui a alimenté les débats tout le week-end, il s'agit du budget militaire de la France qui est en très forte augmentation. C'est une volonté d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a tort? Débat juste après, entre 11h et midi. C'est très intéressant parce que, évidemment, c'est à la lumière de la guerre en Ukraine, mais c'est aussi à la lumière de cette entente franco-allemande qui fêtait ses 60 ans hier. Très bien. Nous sommes en toute amitié avec les Allemands, sauf que rien n'avance, et notamment en matière de défense entre la France et l'Allemagne. Bien, il est 10h56, on parlait de tout cela après les infos de 11h. Vous êtes sur Sud Radio, vous n'en ratez rien. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h03, merci d'être avec nous. Un sujet qui a alimenté les conversations, j'en suis certain, tout le week-end. La France ne désarme pas. Au contraire, ne désarme pas. Pourquoi? Parce que le budget de l'armée française annoncé par Emmanuel Macron vendredi pour les 7 ans qui viennent, 2024-2030, sera de 413 milliards, ce qui représente 57 milliards d'euros par an. Cette année, nous sommes à 43,9 milliards, c'était 32,7 milliards en 2017. Vous remarquez donc l'augmentation du budget militaire. Pourquoi cette augmentation? Est-ce indispensable ou pas? 0826 300 300, vous intervenez, vous réagissez, vous avez votre avis, vous faites vos remarques, évidemment vous êtes prioritaire, vous le savez. Pour parler de notre armée, de notre budget militaire, nous avons avec nous Thomas Gassillou, qui est député Renaissance du Rhône, président de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées à l'Assemblée nationale. Bonjour. Merci d'être avec nous. Emmanuel Dupuis, qui est consultant défense, sécurité, armement, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Bonjour Emmanuel Dupuis. Bonjour. Et puis Eduardo Riancipel, ancien député, membre de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées à l'Assemblée, porte-parole de Territoire de Progrès. Eduardo Riancipel, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Alors, budget en forte augmentation, de plus en plus d'argent pour nos armées. Était-ce indispensable? Thomas Gassillou. Alors oui, c'est indispensable. C'est un budget qui est considérable, mais à hauteur des risques qui sont également considérables. Vous savez qu'on n'a pas attendu. Dès 2017, le budget de la défense a augmenté avec une loi de programmation militaire qui a été respectée à l'euro près. Aujourd'hui, les dangers du monde continuent à augmenter. Donc en conséquence, on continue à augmenter le budget pour nous défendre collectivement. Bien, donc indispensable. Oui, vous êtes d'accord, Emmanuel Dupuis? Je suis absolument d'accord avec ce que vient de dire Thomas. C'est un budget de transformation. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que nous avions jusqu'à présent un budget d'adaptation, avec un budget qui visait à adapter le retard que nous avions pris il y a une dizaine d'années, une sorte de décrochage. Parce que si nous n'avions pas réduit, il y a une dizaine d'années, l'argent que nous mettions dans notre défense, nous aurions un budget qui serait quasiment de 60-70 milliards. Là, nous sommes dans l'objectif d'en avoir 43. Dizaine d'années, c'était des années socialistes. Non, Nicolas Sarkozy. Non, Nicolas Sarkozy, le premier, a réduit le budget. Disons qu'il était dans une logique de décrochage. Ainsi. Et bien évidemment, c'est pas une question politique, c'est une question de dangerosité. Le monde n'était pas tout à fait celui que nous vivions aujourd'hui, avec des opérations extérieures que nous ne menions pas avec le rythme que nous avons mené depuis maintenant à partir de 2013-2014. Alors un budget de transformation qui sera adapté à l'euro près, avec une prospective qui consiste à dire que nous devons augmenter davantage notre budget de la défense
en relation avec ce que font nos voisins. Je rappelle juste que les Allemands vont investir 100 milliards d'euros dans les 2 exercices budgétaires des 2 prochaines années. Bien, nous allons regarder évidemment ce budget à la lumière de ce qui se passe dans le monde, et c'est normal. Nous allons regarder ce budget dans le détail aussi, quelles sont les priorités, est-ce qu'il y a un changement de stratégie de la part du président de la République, mais Eduardo Riancipel, était-ce nécessaire ? Cette augmentation, indispensable. L'augmentation et le renforcement du budget de la défense des armées françaises était indispensable, nécessaire et utile au regard du dérèglement géopolitique et des risques et menaces qui pèsent sur notre pays comme sur l'Europe pour assurer notre sécurité collective. Alors je vois une unanimité autour de cette table. Si vous n'êtes pas d'accord avec nos invités, vous le dites. 0826 300 300. Il y aura des nuances, évidemment. Vous allez le découvrir au fil du débat. Je remarque qu'il n'y a aucune critique des pacifistes de l'extrême gauche. Où sont passés les pacifistes aujourd'hui ? Vous les avez entendus ? Est-ce que vous les avez entendus depuis vendredi ? Thomas Gassiou, moi, vous savez, j'ai une commission de plus de 70 députés, avec l'ensemble des groupes politiques qui sont représentés. Et c'est mon combat du quotidien d'essayer de rassembler les uns et les autres pour générer du consensus. Et je remarque effectivement, dès le budget 2023, c'est le seul budget qui n'a fait l'objet d'aucune opposition pour la partie défense. Quelques abstentions de certains groupes politiques, un peu plus à l'extrême, mais aucune opposition. En tout cas, c'est mon travail au quotidien de dire qu'on n'a pas le droit de se diviser sur les questions de défense. C'est votre travail, mais c'est aussi le reflet peut-être de l'opinion publique. Mais je peux vous dire que j'organisais un débat pas plus tard que lundi dernier à Brest. On a été accueillis par une vingtaine de militants qui souhaitent le désarmement nucléaire de notre pays. Donc oui, il y a un débat, mais on a pu discuter, on a pu exposer quel était l'objectif de notre dissuasion. Et finalement, on arrive à générer du consensus tout en ayant chacun des idées quand même un peu différentes. Eduardo Riancipel. Vous demandez où sont les pacifistes. Je ne sais pas, et ce terme est connoté. En tout cas, je suis pour la paix. Oui, et la France est pour la paix et pour la sécurité. Non, mais je parle des pacifistes engagés, j'ai des bien pacifistes entendu, militants. Des antimilitaristes, de ceux qui estiment que mettre du budget dans la défense, c'est inutile, c'est exagéré, que ça servirait je ne sais quel complexe militaire. Alors j'interroge les auditeurs, est-ce que c'est inutile ? Est-ce que c'est exagéré ? Est-ce que ça... Je ne sais pas, moi, est-ce que ça met de l'huile sur le feu ? Parce que certains le disent. Et pour terminer d'un mot... On va parler de l'Ukraine, Quand on est pour la paix, cela suppose qu'on donne des moyens à la paix, qu'on se donne les moyens de la paix. Et se donner les moyens de la paix, c'est assurer la sécurité, d'être crédible en cas d'agression ou en cas de menace. Et nous sommes dans un monde où les hostilités sont grandes. Et donc je crois que ce budget répond tout simplement aux intérêts de la sécurité de la France, qui veut la paix et la sécurité, qui est toujours la politique étrangère de la France. Emmanuel Dupuy. Alors je me souviens que vous aviez vous-même posé cette question sur une autre chaîne, en mettant en avant le fait qu'un sous-marin nucléaire coûtait tant d'écoles. Oui. Mais je crois que la question du budget n'est pas seulement les matériels, c'est aussi les hommes qui servent. 260 000, c'est le niveau d'engagement à la fois du personnel civil. Aujourd'hui, 260 000 engagés. Militaires et civils. C'est moins d'1% de la population personnel active. Personnel du ministère de la Défense. Mais le président de la République, je ne suis pas de son parti, donc je le dis d'autant plus fermement, a raison de dire que c'est aussi les forces morales qui sont derrière l'importance de ce budget. Il faut sous-tendre par une résilience, une acceptation, l'engagement que tous les citoyens font en matière de défense. Le président l'a répété par rapport au doublement du nombre de réservistes. Vieille idée qui remonte déjà à Jacques Chirac, qui voulait porter le chiffre à 100 000. Là, on en est à 40 000. Mais c'est déjà un progrès. Pour répondre à votre question sur les pacifistes, alors il y a quand même un débat sur lequel il n'y a pas unanimité totale. C'est le niveau d'engagement sur la modernisation de notre outil nucléaire. Les 5,6 milliards qui vont être engagés pour la modernisation de notre outil, le principal outil, notre système donc de notre missile ASMPA, qui va être amélioré vers le M51, sans rentrer dans des détails très précis, parce que là, il y a un certain nombre de militants qui sont anti-nucléaires, qui s'appuient sur le fait que le traité d'interdiction de l'arme nucléaire a été voté au Conseil de sécurité des Nations Unies en juillet 2019, qu'il est effectif, parce que 50 pays l'ont ratifié, mais qu'aucun des 5 pays membres du Conseil de sécurité et aucun des pays qui détient l'arme nucléaire l'a ratifié. Mais enfin, ça c'est quand même un débat sur le niveau d'engagement que certains estiment trop important sur les crédits d'équipement pour la modernisation de notre outil nucléaire.
Quand j'avais été élu député en 2012, j'étais membre de la commission de la défense nationale et des forces armées et aussi membre du livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2013. Oui. C'est le grand document stratégique toujours valable, même s'il y a eu une revue stratégique en 2017 quand Emmanuel Macron a gagné l'élection présidentielle. Avec François Hollande, on avait stabilisé et augmenté un petit peu le budget de la défense et depuis, il ne cesse d'augmenter très fortement avec Emmanuel Macron depuis 2017 et maintenant, il va augmenter dans la loi de programmation militaire 2024-2030 d'un tiers en portant sur l'ensemble de cette période à 413 milliards d'euros l'effort de défense. Je veux dire que la situation géopolitique en matière de risques et de menaces, aussi bien sur notre environnement immédiat en Europe et au port de l'Europe, s'est aggravée, chacun le voit avec la guerre décidée par la Russie en Ukraine. On revient à la possibilité de conflits de haute intensité et il faut relever ce défi. Je rappelle au passage, c'est parce que c'est pas simplement de l'argent qui va aux armées comme ça. L'économie de la défense représente environ 200 000 emplois directs et indirects en France. C'est environ 4% des emplois en France, l'économie de la défense. C'est une économie qui sert notre base industrielle et technologique de défense, la BITD, qui elle aussi a des applications dans le monde civil. C'est-à-dire que l'argent, une partie de cet argent qui va aux armées et au ministère de la Défense, va aussi servir des entreprises, beaucoup de PME, qui recouvre le tissu économique français. C'est un argent utile pour l'emploi, c'est un argent utile pour l'économie française, c'est un argent utile pour l'innovation avec des applications dans le monde civil, et c'est ça aussi avec en plus de la souveraineté, du non délocalisable. Je pense que c'est gagnant sur tous les plans pour la France. Bien, il est 11h13, nous allons entrer dans tous ces détails, nous allons regarder encore une fois ces choix qui sont des choix stratégiques faits par le président de la République. Je le disais à la lumière de la situation internationale et notamment de la guerre en Ukraine. Nous allons regarder quelles sont les modernisations qui vont être effectuées dans l'armée française. S'il y a une modification de la stratégie militaire française, enfin tout cela, tous ces sujets, il est 11h14 et venez vous mêler au débat. 0826 300 300, vous êtes sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 11h17. Nous allons revenir sur les livraisons d'armes à l'Ukraine, d'armes lourdes à l'Ukraine. C'était notre débat vendredi, mais là, nous allons revenir dans le cadre de ce budget militaire de la France. Alors, je vais résumer, vous ajoutez, si je dis des bêtises, hein. Que veut le président de la République? Que dit-il? Améliorer les drones, l'intelligence artificielle, la lutte contre les cyberattaques, donc le renseignement, moderniser la dissuasion nucléaire, on en a parlé, conversion de l'armée de l'air au tout Rafale, rénovation des blindés de l'armée de terre, porte-avions de nouvelle génération construits, plus 50% de défense solaire. Ah, c'est ça, il y a autre chose encore? Alors moi je le classerai en trois grandes catégories. La première catégorie, c'est 12-13% de notre budget, c'est la modernisation de notre dissuasion pour qu'elle reste crédible. C'est la clé de voûte de la défense nationale depuis le général de Gaulle. La deuxième grande catégorie, ce sont les capacités conventionnelles, multimilieux, multichamps, effectivement, qui doivent faire face à des innovations. On doit rester au meilleur niveau. Et il y a une troisième grande catégorie, c'est la résilience, la capacité de faire face à une agression d'un point de vue cyber, d'un point de vue civil, et également en doublant le nombre de réservistes. Voilà. Oui, Emmanuel Dupuis. Oui, alors en lien avec ce que le président de la République n'a pas dit avec précision à Mont-de-Marsan vendredi dernier, mais qu'il avait dit le 9 novembre quand il a présenté l'actualisation de la revue stratégique, qui s'appelle maintenant la revue nationale stratégique, avec ce chapitre concernant l'influence, avec une multiplication de l'implication donc de la lutte anti-cyber, défensive et offensive, avec une multiplication, je crois, de 2 milliards supplémentaires pour les forces de renseignement, pour les services de renseignement militaires. C'est important. C'est déterminant. Plus 60% donc de budget supplémentaire pour préparer notre capacité de contre-espionnage, notre capacité de recherche d'information, notre capacité d'anticipation. Et puis un élément qu'on n'évoque pas souvent, mais qu'il faudrait évoquer, la multiplication aussi de l'investissement dans le cadre de nos forces spéciales, qui nous permettent de faire des projections de force, parce qu'encore une fois, le conflit de haute intensité est une perspective dans laquelle nous ne sommes pas engagés. Par contre, nous sommes engagés sur les opérations extérieures. Alors, est-ce qu'on peut dire que cette armée de projection, parce que finalement, ces dernières années, on parlait beaucoup d'armée de projection. Aujourd'hui, on revient à une armée un peu plus traditionnelle.
Il faut les deux. On rééquilibre. Effectivement, traditionnellement, l'armée française est plutôt effectivement une armée de projection, de sanctuaire national. On voit que les conflits, regardez ce conflit ukrainien, c'est un conflit très traditionnel. Avec deux forces armées face à face, qui gagnent un peu de terrain, offensif. Mais vous avez également des manœuvres dans l'espace, vous avez des attaques cyber, vous avez le champ informationnel. Et par ailleurs, les menaces, d'une certaine manière, s'agrègent plutôt qu'elles ne se succèdent. Et c'est là toute la difficulté, c'est qu'une menace ne remplace pas une autre, une menace s'ajoute à une autre. Par ailleurs, ce qui se passe en Ukraine n'a pas diminué les menaces qu'on connaît par ailleurs, donc notamment les menaces plus au sud en matière de développement djihadiste. Et donc, c'est là que l'enjeu, c'est de traiter l'ensemble de ces menaces en multimilieu, en multichamp, bien entendu le fer et le feu, mais également le champ informationnel, le cyber ou l'espace, par exemple. Alors, Édouard Dorian-Sipel, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, parce que cette guerre de la Russie contre l'Ukraine, elle est à la fois nouvelle et en même temps avec des moyens traditionnels. Elle est hybride, multidimensionnelle et aussi conventionnelle, puisque maintenant nous avons un conflit de haute intensité avec des chars, du matériel conventionnel classique, mais avec tous les moyens cyber, de désinformation grâce aux technologies et à l'innovation moderne, et qui font que ce conflit est un conflit à la fois moderne avec des éléments tout à fait nouveaux auxquels il faut se préparer. Alors, nos démocraties doivent se préparer. Alors Cynthia est à Châlons-en-Champagne, va vouloir intervenir, veut intervenir. Frédéric aussi, qui est à Toulouse, veut intervenir. Des questions, donc, ça suscite des réactions au 0826 300 300. Moi, je vais vous poser des questions concrètes, puisqu'on augmente le budget, c'est qu'on a besoin d'augmenter le budget. Si on a besoin d'augmenter le budget, c'est que l'état peut-être de l'armée française n'est pas très bon. Est-il vrai que beaucoup de nos stocks sont vides, qu'on manque d'armes? C'est vrai ou c'est pas vrai? Non, mais et que notre matériel est parfois très vieillissant et qu'il faut absolument le rénover. On ne peut pas répondre à cette question de manière binaire. On connaît tous la séquence, effectivement, depuis les années 90 de dividendes de la paix, qui effectivement a conduit certains gouvernements avant 2017 à faire des choix. Et effectivement, sur certaines capacités, à repousser des programmes de modernisation, à ne pas avoir des stocks suffisants. Et donc, on a l'armée qu'on a souhaité dans les années 2000. Aujourd'hui, effectivement, on est dans un nouveau contexte stratégique avec plus de brutalité, plus de létalité, plus de personnes engagées. Et donc, on doit reconstituer. On avait besoin de reconstituer des stocks. Bien entendu, c'est bien le constat de 2017. Vrai que le nombre d'obus fabriqués en France en un an correspond à une semaine de tirs d'obus envoyés par la Russie en Ukraine? Je n'ai pas cette comparaison, mais il faut juste dire que la France et l'Ukraine, c'est pas tout à fait pareil. Oui. La France, c'est une puissance dotée, et comme le disait Charles de Gaulle en son temps, la dissuasion plutôt que les troufions. Ce qui veut dire que quand on est une puissance dotée, on n'a pas besoin tout à fait du même niveau de force conventionnelle. Les deux ne s'opposent pas, la dissuasion s'épaule avec les forces conventionnelles, mais nous ne sommes pas dans le même contexte stratégique, puisque puissance dotée et puissance membre d'alliances importantes également. Emmanuel Dupé. Non, je crois que Thomas a parfaitement raison. Il y avait eu plusieurs travaux parlementaires. J'ai souvenir d'un travail fait par la désormais secrétaire d'État à la Défense, Patricia Mériès, et son collègue Jean-Louis Thériault, sur notre capacité de production d'armement. Et donc avait été évoqué le fait que nous ne pourrions pas tenir plus de une semaine, 2 semaines. J'entends beaucoup de généraux le dire. C'est une mission de l'Assemblée nationale qui et c'est là où je voulais en venir. Et je crois que Monsieur le député a eu raison d'initier un rapport ou une étude sur notre stock d'armement et notre capacité d'augmenter la production. Emmanuel Kiva, le directeur général de la DGA, le DGA, a évoqué le fait qu'il fallait, en écho avec un discours qu'avait prononcé Sébastien Lecornu à Euronaval ou Eurosatori, je ne sais plus, je crois que c'était à Eurosatori, qu'il fallait diminuer de 9 mois à 3 mois la production de notre armement, de notre production de munitions. Pour répondre à votre question, les 30 000 obus que vous évoquiez, qui se dépensent en une semaine, c'est à peu près ce que produisent par an les Américains aussi. Alors, à ça, une réponse évidente. Après, je redonnerai la parole à Eduardo. Nous ne sommes pas dans une guerre de haute intensité, nous. Et si nous étions engagés, nous ne le serions pas seuls. C'est pas la France contre la Russie. C'est la France engagée dans un système de sécurité collective à travers l'article 5 et l'article 4 de l'OTAN. Nous sommes engagés depuis 1999 avec la création, enfin, plus solide et plus robuste d'une politique européenne de sécurité commune avec nos partenaires européens. Donc l'idée selon laquelle nous ne tenerions pas plus de 8 jours ou 2 semaines ne tient pas. Parce que c'est pas comme ça que la guerre se fait. Oui, d'accord. Édouard Dorian-Sipel.
Pourquoi on ne transpose pas ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie à un conflit dans lequel la France serait engagée. On peut faire le parallèle. Mais pardon, et je vais vous dire ma façon de penser, qui à mon avis est la façon de penser de n'importe quel chef militaire. Oui. Pourquoi Poutine a osé attaquer militairement l'Ukraine? Parce que l'Ukraine n'est pas une puissance nucléaire et qu'elle n'est pas membre de l'OTAN. Au contraire de la France, qui dispose de la dissuasion maximale, le premier qui ose venir nous attaquer en haute intensité prend le risque d'être vitrifié à la seconde par une attaque militaire. Je peux vous dire que... On a les moyens, vraiment. On a vraiment les moyens de liquider en une touche ou deux n'importe quel État ou entité qui voudrait porter une attaque massive contre nous. Et c'est la raison pour laquelle Poutine n'attaque pas les membres de l'OTAN de manière très nette. Il n'est pas totalement fou. Et deuxièmement... Mais il n'est pas fou du tout. Cette idée que Poutine il peut perdre la raison pour autant. Parce que je pense que la décision d'attaquer l'Ukraine est une décision totalement dévastatrice pour la Russie elle-même. Non, mais c'est un autre débat. En revanche... C'est un autre débat. Parce que, soi-disant, il était très malade, mais il n'est pas malade du tout. Ça, c'est encore des histoires de communication ou autre. Moi, je ne veux pas me mettre dans la tête de Poutine. Vous n'y êtes pas, moi non plus. Donc, alors, regardons les faits. Les faits sont les suivants. Parlons de chez nous. Ah oui. Aujourd'hui, je pense que la lucidité et l'intérêt de la France, comme de l'Europe, c'est qu'on fasse les choix et les décisions nécessaires pour mettre nos armées à niveau des conflits de demain qui peuvent être à haute intensité. Donc il faut renforcer, et ce sont les choix du président de la République, et par rapport à une situation qui s'est dégradée au cours de ces dernières années. La loi de programmation militaire avec plus 413 milliards d'euros, enfin 413 milliards d'euros sur l'ensemble de la période, d'augmentation d'un tiers par rapport à la loi de programmation militaire précédente, elle répond à ces défis, à une situation géopolitique de guerre qui s'est dégradée sur l'ensemble de la planète. Et 2030, c'est demain. Et je vais vous dire un truc, mettons que demain il y a un conflit mondial, qu'est-ce qui se passe avec l'économie française? Elle va totalement se tourner vers la guerre. Au lieu de fabriquer des yaourts ou je ne sais trop quoi, ou des industries automobiles, on va tout tourner vers l'économie de guerre. C'est pas le choix que je souhaite. Donc à la fois on prend le temps d'anticiper les crises de demain et les risques de demain, on se met à niveau avec des choix lucides dans une période où la dégradation géopolitique est majeure. Non, le président résume ça en disant qu'il faut privilégier la cohérence à la masse, c'est-à-dire qu'on va être capable de tout faire, d'avoir des capacités de renseignement, d'avoir une autonomie pour évaluer les situations et d'action, mais on ne souhaite pas non plus revenir à une armée de masse, d'où le service national qui reste suspendu. Donc on n'est pas effectivement dans une transformation qui viserait à redonner des moyens dont on disposait pendant la guerre froide, mais par contre d'avoir un modèle complet et cohérent. Alors, nous allons prendre, juste après la pub, parce qu'il faut s'arrêter, petite pause de 3 minutes, Cynthia, qui est à Châlons-en-Champagne, qui veut vous poser une question. Quelle est la position de l'armée française par rapport à l'Ukraine, la stratégie pour la suite? Bon, évidemment, c'est de l'interrogation que beaucoup de Français se posent. Évidemment, c'est la question qu'on se pose. Frédéric, qui est à Toulouse, je suis un ancien de la Légion étrangère, on va faire comme les Américains en investissant dans le cyber, mais nous manquons de compétences humaines, dit-il. Il va expliquer ce qu'il dit. Dans un instant, juste après la pub, à tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h31, merci d'être avec nous. Alors, nous prenons Cynthia, comme promis, tout de suite. Cynthia qui est à Châlons-en-Champagne dans la Marne. Bonjour Cynthia. Oui, bonjour. Bonjour Cynthia. Oui. Vous avez une question à poser à nos experts. Oui, tout à fait. Merci. Merci de me recevoir et puis de me laisser la possibilité donc de poser la question. Allez-y. C'est très gentil. Voilà. Donc en fait, j'ai quelques petites phrases juste avant la question. Voilà. Sachant que vous avez reçu, Monsieur Gassillot, vous avez reçu un peu plus d'un an le rapport de Madame Marin sur le génocide économique des nations en main propre de la part d'un élu de l'Ouest lyonnais. Ce rapport a été distribué dans toute la France à des élus, dont des députés, sous forme d'un article paru dans Profession Gendarme, qui s'intitule « Chute en génocide ». Je comprends pas très bien, Cynthia, là. Je vois pas le rapport, là. Allez-y. Oui. Voilà, donc, mais moi j'ai une question, posez votre question Cynthia. Alors ma question c'est surtout, est-ce que vous ne pensez pas que l'ennemi est à l'intérieur de la France? C'est-à-dire l'ennemi à l'intérieur? Est-ce que c'est pas plutôt une guerre, on n'est pas plus sur une guerre économique plutôt qu'une guerre qui peut protéger en fait les populations?
Moi, c'est surtout ça. C'est-à-dire, vous pensez que la guerre en Ukraine, parce que vous vouliez parler de l'Ukraine et de la Russie, hein, vous pensez que c'est une guerre économique? Oui, je comprends. Si pour essayer de réfléchir à votre pensée, Cynthia, vous pensez que il y a un intérêt économique caché derrière le monde occidental à conduire et à poursuivre cette guerre face à la Russie? Oui, effectivement, oui. C'est plus clair. Au moins, disons les choses clairement. Hein, Bon, est-ce que derrière, il y a des enjeux économiques? Mais ça, c'est certain. Cynthia a raison, parce qu'il y aura des enjeux économiques pour la reconstruction de l'Ukraine. Alors, il est évident que les pays occidentaux se positionnent. Disons clairement les choses, Thomas Gassio. Alors, qu'il y ait des enjeux économiques, oui, mais pour l'instant, cette guerre, elle coûte énormément d'argent, au-delà des vies humaines qui sont engagées. Pour répondre à Cynthia, sur cette guerre, nous, on pense qu'il y a clairement un agresseur et un agressé, en violation d'ailleurs de toutes les règles internationales. Notre position, c'est de vouloir faire cesser la guerre sans faire la guerre, en aidant le pays agressé à se défendre légitimement face à l'agresseur. Attendez, faire cesser une guerre sans faire la guerre. Sans faire nous-mêmes la guerre. Une limite, et certains pensent à une hypocrisie du monde occidental. Pourquoi? Parce que le monde occidental n'envoie pas de soldats et n'enverra pas de soldats. Pourquoi? Parce que si le monde occidental envoie des soldats, il y a co-belligérance, évidemment. Donc, et puis les opinions publiques n'accepteront jamais. J'imagine l'opinion publique française qui n'acceptera pas que des soldats français aillent se battre à la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Hein. Donc il y a une forme d'hypocrisie tout de même. Non, c'est pas une hypocrisie, c'est une limite avec une Ukraine qu'on souhaite aider à se défendre, mais Ukraine qui n'est ni membre de l'Union européenne, ni membre de l'OTAN. Il en aurait été très différent si un des pays baltes avait été attaqué, si la Pologne avait été attaquée. Membre de l'OTAN, bien sûr. Donc il y a une différence. On aide l'Ukraine à se défendre, mais pour autant, on ne s'engage pas directement dans la co-belligérance. Alors, je vais vous donner la parole, mais je voudrais faire une remarque. C'est que dans son discours à Mont-de-Marsan, Emmanuel Macron n'a jamais parlé de l'OTAN. Jamais. Pas un mot sur l'OTAN. Il a parlé d'Union européenne, vous l'avez remarqué, Emmanuel Dupuis. J'en parlais avec Thomas Gassilou juste avant. Ah, juste avant. Pourquoi? Parce que je trouve, et ça permet de répondre allez-y. À Cynthia, c'est ça, ou Laetitia? Cynthia. À Cynthia, par rapport à la dimension économique. Moi, je suis un fervent défenseur de la défense européenne, j'ai toujours été, je l'enseigne en plus à mes étudiants. Oui. On est, je crois, tous les trois d'accord sur ce principe. Il y a quand même une sorte de déclinaison inévitable. Une américanisation de notre outil de défense, de protection postérieure à la guerre. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a à peu près douzaine, peut-être même quinzaine de pays qui vont acheter du F-35 américain. C'est quoi le H-35? C'est un avion de combat. Un avion de combat. Exact. Et qui n'achètent pas des avions européens. Pour remplacer les Eurofighters dont ils disposent déjà. Exactement. Et pour remplacer le futur avion de combat, le SCAF, le système de combat aérien du futur, sur lequel nous sommes engagés avec nos amis allemands. Oui. Donc ça, c'est un premier élément. Ce qui est vrai pour l'aérien est vrai pour les tanks. Les chars. Puisque les Léopard 2 ont été produits à raison de 3500 exemplaires. Les Abrams ont été produits à raison de 4000 exemplaires. Le Leclerc n'a jamais dépassé 500. Oui. Donc il y a une sorte de concurrence militaire qui est en train de se jouer. Les Polonais sont en train de s'abrahamiser, si vous m'autorisez l'expression. Les Allemands libéreraient leur Léopard 2 s'ils avaient des Abrams, etc., etc. Alors je vous arrête. Donc il y a effectivement un avantage. Il y a un combat, pardonnez-moi, il y a un combat économique, des rivalités économiques entre les industries d'armement allemandes, françaises, américaines. C'est évident. Et ce terrain de guerre est un terrain sur lequel on s'affronte même dans le camp occidental. Oui, et nous avons des projets aussi communs. C'est toute la difficulté. À la fois, il y a de la compétition. Pardon. Mais les projets communs, mais hier, je vais vous donner 60 ans. Non, mais alors, attendez, hier, là, je vais y aller. Hier, 60 ans, cette célébration magnifique de cette amitié franco-allemande. Pas une avancée dans le domaine de la défense. Non, il y a beaucoup de choses qui avancent et je pense que le président de la commission de la défense pourra nous rappeler quelques détails. Moi, je vous donne un exemple qui est un exemple du passé et qui est concret aujourd'hui, qui est une réalisation, c'est l'A400M, c'est-à-dire ce grand avion qui est l'équivalent de l'A380 dans le monde civil pour les projections de nos forces et de notre logistique. Ça change complètement. C'est une rupture stratégique parce que ça nous permet. Oui. Et donc ça, c'est européen. Alors peut-être que c'est le dernier grand projet européen. Je pense que si on veut faire l'Europe de la défense, c'est
pas le grand soir de l'Europe de la défense, c'est par des projets concrets. Quand l'Europe... on n'avance pas. Si, parce qu'il y a des crises. On fait des drones ensemble. On a des projets avec les Allemands, avec Nexter, etc. L'entreprise qui produisait des chars. Il y a d'autres projets en commun. Donc je pense que c'est difficile. C'est vrai que il faut changer l'état. Vous avez raison. Je pense qu'on est à un tournant. Et c'est face à la guerre, face au conflit dur, que les Européens se rendent compte, notamment sur la question énergétique. Oui, mais les rivalités industrielles, pour l'instant, s'imposent. Vous le savez bien. Mais il y a des accords pour l'instant, parce qu'on est sur des enjeux de souveraineté, mais sur le cyber, sur des projets il y a beaucoup de terrains sur lesquels l'Europe, par exemple, peut approfondir projet par projet, pragmatique, sans raconter des histoires sur l'Europe de la défense. C'est comme ça qu'on le fera. Et il faut qu'on convainque des partenaires européens qui peuvent être parfois un peu plus tièdes sur les questions militaires et de défense. Mais croyez-moi, avec la guerre de la Russie, avec les enjeux sur l'économie allemande, sur les enjeux sur l'énergie et sur les risques pour la sécurité collective de l'Europe, je crois qu'il y a un changement d'état d'esprit dont le sommet de Versailles avec Macron, juste après son élection, a pour moi fixé les grandes lignes pour le futur. Thomas Gassillou. Je voudrais réfuter le fait qu'il y a un intérêt économique à faire la guerre. Cette guerre, ce n'est pas nous qui la voulons. Les Américains ont un intérêt économique, vous le savez bien. Ce sont les Russes qui veulent cette guerre. Oui, en européen, ça ne veut pas dire exonérer les Russes de leurs responsabilités. Ce sont eux qui veulent la guerre. Ce sont eux qui veulent la guerre. Ça coûte de l'argent aux Européens. Par ailleurs, on finance ensemble une bonne part des matériels que nous livrons à l'Ukraine au travers de la facilité européenne de paix. Donc cette guerre, ce n'est pas nous qui la voulons. Nous, elle nous coûte de l'argent. Elle coûte de l'argent également aux Russes. Après, effectivement, il y a des industriels, on va dire, dans chaque pays en matière de défense. On essaie de coordonner tout ça. On essaie de créer de grands programmes d'armement commun. Hier, le chancelier et le président ont rappelé l'importance du système de combat aérien du futur, l'avion futur et du char du futur également. Mais d'accord. Alors, l'avion du futur, mais concrètement, il en est où cet avion du futur? Alors cet avion du futur, c'est il y a on vient de mettre ensemble plusieurs milliards d'euros pour lancer un démonstrateur et l'avion, effectivement, il y a 2 ans qui s'ouvre de recherche et de développement pour passer à la 4e génération et Vous savez très bien, malheureusement, que ce sont des programmes vous savez très bien que plus l'Europe de la défense va avancer, plus les projets communs vont avancer, plus les Américains seront prêts à nous mettre des bâtons dans les roues. Vous avez raison. Vous le savez bien. Alors vous avez raison. Mais c'est pourquoi à un moment donné, il faut savoir si les Européens sont des Européens. C'est comme ça qu'il faut parler à nos partenaires européens. Moi je suis pour une souveraineté européenne. Je suis pour qu'on soit capable en Europe d'être autonome au plan stratégique fondamental. Énergie, défense, technologie, innovation, industrie. C'est encore la ligne. Pardon, moi, on me demande souvent, mais t'es socialiste, pourquoi t'as été chez Macron? C'est très simple, parce que c'est l'homme qui est dans un esprit gaullien, nous a dit, ma politique, c'est l'autonomie stratégique de la France et de l'Europe. Moi, j'ai pas envie d'être dépendant de continents étrangers, même de nos amis américains. Moi, je pense qu'on a les moyens comme Français, si on se coordonne et si on coopère avec les 500 millions d'Européens qui constituent notre démographie et nos pays, c'est là, ça veut pas dire qu'on est contre les autres, ça veut dire qu'on veut s'assumer. Et la défense... Les Polonais achètent américains et d'autres pays d'Europe achètent américains. C'est compliqué. Il n'y a pas que la Pologne. Emmanuel Dupé. Oui, alors... on est tous d'accord, mais en le disant autrement, évidemment, c'est la Russie qui nous oblige à revisiter notre logiciel de défense. Bien sûr. Ça ne veut pas dire que... La Chine aussi. Demain, la Russie aujourd'hui... D'une autre manière et sur un plus long terme, mais la Chine nous oblige à tout réorganiser. Et les puissances émergentes comme l'Iran qui sont en train de se doter d'une armée massive. Bref, le nouveau monde à lequel nous devons faire face. Mais je crois qu'il y a un élément important, et je crois que le président de la Commission de la Défense sera d'accord avec moi, c'est qu'il faut éviter, comme nous l'avons fait il y a une dizaine d'années, les ruptures technologiques. Nous n'avons pas compris qu'il fallait investir dans les drones. Parce que nous ne pensions pas que le théâtre d'opération allait se droniser. On le voit au Sahel. Maintenant, tous nos partenaires veulent des drones. Vers qui se tournent-ils? Vers la Turquie qui en produit et qui continue à en produire de manière industrielle à, disons, low cost, de manière plus accessible. Je ne dis pas qu'il ne faut pas des drones mâles de moyenne altitude et de longue endurance, l'Eurodrone sur lequel nous investissons, mais il faut des drones plus faciles d'emploi. Or, il y a 10 ans, peut-être 15 ans, nous n'avons pas cru à cette rupture. Je crois qu'il faut faire attention sur le cyber. Je crois qu'on aura un auditeur qui va intervenir. Frédéric, dans un instant. Il ne faut pas louper cette capacité. C'est très bien d'avoir créé l'Agence nationale des systèmes
de sécurité informatique, l'ANSSI. C'est très bien d'avoir désormais un nouveau commandement cyber au sein des forces armées. Jean-Yves Le Drian. Le ComCyber, en 2012. Avec Jean-Yves Le Drian qui a beaucoup contribué, notamment avec sa particularité du centre d'analyse de lutte informatique et défensive. Mais il faut aussi, et j'en terminerai par là, que l'on pense que la prévention du futur ou la dissuasion du futur, c'est pas seulement l'arme nucléaire, c'est les capacités offensives en matière cyber. Donc, d'un mot, ce qui est important, c'est pas tellement la liste à la Prévert des matériels dont nous aurons besoin, les milliards que nous allons mettre sur ces différents armements, c'est de considérer qu'il faille penser la guerre pas à l'horizon de 2023, de 2030, 2050. Oui. Donc l'investissement sur les technologies de rupture. Alors on va parler des technologies avec Frédéric dans un instant. Vous répondrez si Thomas Gassillou à Frédéric et puis vous aussi Emmanuel Dupuis, tous les trois d'ailleurs, qui est un ancien légionnaire, Frédéric, et qui veut nous parler du cyber justement. Dans un instant, il est 11h43 tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 11h46. Frédéric est avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous, bonjour aux auditeurs. Vous êtes un ancien de la Légion étrangère, Frédéric. Exactement. Et qu'est-ce que vous vouliez poser comme question à nos experts? Premier point, j'aimerais rappeler à tout le monde autour de la table qu'on n'a pas d'amis, mais que des partenaires. Parce qu'on n'a pas d'amis, tout simplement. Deuxième point, il y a deux forces militaires réelles en Europe. C'est les Anglais et nous. Le reste, c'est des armées croupions où il y a trois types qui tournent autour d'un véhicule blindé. Plus l'armée polonaise, par exemple. Hein. Ah oui, alors, mais l'armée polonaise, eux, ils ont une aversion viscérale du russe depuis toujours, notamment depuis Katyn. Oui. Donc ils ont un grief qui traîne depuis 50 ans ou 80 ans. Donc du coup, on peut les comprendre. Et par ailleurs, ils n'ont pas acheté que des chars américains, mais des chars coréens et des obus américains, comme tous les États du nord de l'Europe, parce qu'on n'en produit plus en Europe. Deuxième point, pour faire un petit point réel, toutes les lois de programmation militaire, les dernières années de chaque loi de programmation militaire qui dure 5 ans, ont été rendues à l'État qui est dispendieux et qui ne fait pas attention de l'argent des Français. Donc l'armée n'a jamais eu depuis 25-30 ans le budget réel dont elle avait besoin pour fonctionner réellement. Elles ont respecté les LPM depuis 2012 au moins, vous pouvez vérifier, tous les militaires vous le diront. La loi de programmation militaire a été respectée de 2019. Si je peux finir, s'il vous plaît. Non, mais si je peux finir, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci, je laisse finir, mais je laisse pas des contre-vérités être dites, c'est tout. Bon, très bien. Je me suis peut-être emporté, hein, c'est pas très grave. Non, c'est pas grave, mais vous aviez raison jusqu'en 2000, combien? Jusqu'en 2012. En gros, c'est Sarkozy, 2019, à cause de la réduction de la RGPP, qui fait qu'on perd des enseignants, on perd des militaires, et depuis Hollande, on a essayé de remonter et c'est tenu. Très bien. Par ailleurs, des drones, nous en possédons, des très bons, qui sont des Reapers, avec qui on tue pas mal de gens. C'est le boulot. Et c'est des drones américains, puisque le drone européen n'a jamais abouti pour différents... Parce que chaque État a une particularité. Et donc, de fait, ça fait une charge de travail et une charge industrielle qui est trop lourde et qui n'arrive pas à aboutir. J'en veux de même la preuve pour le SCAF, puisque les Allemands, qui ne sont pas nos amis, veulent voler toutes les technologies d'assaut à leur profit pour faire un Eurofighter, alors qu'on aurait dû faire le Rafale, était un avion européen au départ. Et les Anglais et les Allemands ont refusé de travailler avec nous. Donc, il n'y a pas de... comme je le disais au début, et comme le dit M. Alain Juillet, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des partenaires. Moi je crois que la vraie voie de la France, pour de vrai, puisque vous évoquiez De Gaulle, la vraie voie de la France, c'est d'être indépendant, c'est-à-dire sortir de l'OTAN. Mais après, moi, ça n'engage qu'à moi, je ne suis pas un homme politique. Ce que je veux dire par là, c'est que l'armée française tient dans le Stade de France, et sur la totalité, l'armée de terre, pardon, et sur la totalité de l'armée de terre, en gros, vous avez quelques régiments de Légion, quelques régiments de para, des régiments de chasse alpin, des vieux régiments comme le RICM, le 1er I, le 15-2, et qui sont des vieux régiments d'infanterie qui tiennent la route. On a 3000 forces spéciales, et le reste, qu'est-ce que c'est? C'est ça qu'il faut regarder réellement. Bien. Les gens ne vont pas courir tous les matins. Alors c'est la raison peut-être pour laquelle il faut engager et investir. Vous répondez, vous êtes Thomas Gassillou, député et président de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées. Répondez à notre auditeur Frédéric. Alors plusieurs points. Premier point, je pense qu'il faut assumer qu'on n'a pas fait le choix d'un modèle de masse.
Effectivement, quand monsieur dit, c'est Frédéric, je crois, l'armée de terre, alors c'est la force opérationnelle terrestre de 77 000 hommes qui tiennent dans le Stade de France. Oui. Et parce que c'est l'armée aujourd'hui dont on estime avoir besoin, étant un État doté de la dissuasion nucléaire et étant membre de l'Union européenne et de l'OTAN. Donc c'est un choix parfaitement assumé d'une armée moins nombreuse, mais plus technologique, avec un modèle cohérent et complet. Ça, c'est le premier point. Deuxième point concernant l'OTAN. Moi, il me semble que l'OTAN nous apporte des capacités sans rien nous enlever. Et donc, en quoi, il faudrait que monsieur m'explique, en quoi on serait plus puissant sans être dans l'OTAN ou sans être dans l'Union européenne. Enfin, sur les programmes, monsieur a parlé des drones. Effectivement, alors le programme de drone européen n'est pas arrêté, au contraire, il a été confirmé. Ça s'appelle l'Eurodrone. C'est un grand drone pour la haute altitude. Oui, et également, il sera opérationnel quand ? Il a été validé dernièrement. C'est un grand programme. Il sera opérationnel, je pense, dans 5 ans environ. Enfin, ça sera un chiffre qui sera. Mais dès 2023, on a un drone sur le segment tactique plus bas pour l'armée de terre qui s'appelle le Patroller, qui va être opérationnel, je pense, d'ici la fin de l'année. Donc, mais c'est un drone européen. Alors ça, c'est un drone français. Safran, français uniquement. Puisque exactement, c'est Safran qui fait ça. Français. Oui, mais pas européen. Non, mais est-ce qu'il sera acheté ? Mais il y a déjà des projets par les Européens. Alors déjà dans le Safran n'est pas une entreprise que purement française. Non, il y a des participations européennes. Est-ce que des États européens vont acheter ce drone ? Alors ça, peut-être. En tout cas, il y a un projet de drone européen entre Français, Italiens et je ne sais plus quel autre pays. Je pense qu'il y a plusieurs projets. Mais je veux quand même aller à l'essentiel parce que je pense que vos éditeurs s'intéressent à cette question. Sortir de l'OTAN. Alors, est-ce qu'on sort totalement de l'OTAN ou on sort uniquement du commandement intégré où on est revenu avec Nicolas Sarkozy et nous, avec François Hollande, on a décidé de rester dans le commandement intégré. Je pense qu'il faut rester partout, surtout dans le contexte actuel, parce que nous collaborons, on a accès aux renseignements et on prend part aux décisions dans le commandement intégré de l'OTAN. Allez dire aux Ukrainiens que l'OTAN c'est pas bien. Demandez-leur s'ils n'avaient pas envie d'y être. Je pense que ça aurait évité une guerre. Ça aurait dissuadé M. Poutine d'avoir l'idée d'envahir et d'attaquer. Demandez-vous pourquoi la Suède et la Finlande, illico presto, après la décision d'attaquer l'Ukraine par Vladimir Poutine, ont décidé de demander leur adhésion à l'OTAN. Ça nous protège, c'est ce qui assure notre sécurité collective, c'est ce qui dissuade tout le monde de nous attaquer de manière importante. Pourquoi ? Parce que le premier pays de l'OTAN qui est attaqué, vous savez bien, ça déclenche l'article qui fait que tous les autres viennent. Ce sont 3 puissances nucléaires qui font membre de l'OTAN, États-Unis, Grande-Bretagne et la France. On est d'accord, sauf qu'on n'entre pas dans l'OTAN en période de guerre. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un pays qui est en guerre peut pas rentrer dans l'OTAN. Voilà, peut pas rentrer dans l'OTAN. Tout à fait, mais ce que je dis, c'est pour répondre à notre ami légionnaire qui posait la question de sortir. Et tout le monde n'est pas de Gaulle. Moi, je suis un gaulliste de gauche. Et je pense que c'est pas la meilleure décision que le général ait prise de sortir du commandement intégré. Je vois pas ce que ça a servi la France. En revanche, seul un personnage de la stature et de la puissance du général Gaulle pouvait prendre une décision comme ça, combien même, à mon avis, elle n'a pas fait l'affaire de la France. Je vois pas ce qu'on a gagné en sortant, en fait. Pour apporter une modeste contribution au débat, la sortie de l'OTAN nous priverait de matériel dont nous ne disposons pas. Quand nous projetons nos forces, nous avons besoin d'hélicoptères lourds dont nous ne disposons pas suffisamment. D'ailleurs, c'est le cas des hélicoptères lourds britanniques que nous avons utilisés pour notre opération au Sahel. Nous ne disposons pas de ce qu'on appelle des avions de transport hors gabarit. Nous sommes obligés d'aller les chercher, en fait, d'utiliser des capacités privées, notamment, ce qui va poser des problèmes avec les Antonov, dont certaines entreprises ont été détruites au début du conflit. Donc, pour projeter des forces, nos 33 000 militaires français qui sont projetables en extérieur, on a besoin de ces capacités. Si nous sortons de l'OTAN, ce sont des capacités de renseignement, de surveillance extra-atmosphérique que nous donnent aimablement, ou parfois avec un peu plus de contraintes et un petit peu moins de diligence, nos partenaires américains, pour surveiller le champ de bataille dans lequel nous sommes engagés. Je prends l'exemple du Sahel aujourd'hui, je pourrais prendre l'exemple de l'opération Chamal en Syrie et en Irak également. Donc effectivement, il y a un bénéfice à l'envers. Nous devrions être beaucoup plus influents au sein de l'OTAN. Nous devrions franciser un certain nombre de comités militaires. Nous devrions être beaucoup plus malins, subtils, comme le font beaucoup de pays de l'OTAN, qui otanisent leur capacité de réflexion stratégique en investissant dans la machine. Je vais être encore plus direct. Est-ce que au sein de l'OTAN, la Turquie est plus influente que nous ? Bien sûr que non.
Non. Vous êtes sûr? Oui. Je suis pas complètement certain. Écoutez, franchement, en revanche, il y a un sujet avec la Turquie. Il y a un sujet avec la Turquie. Je vous donne un exemple concret. Ils ont des avions de chasse américains, je sais plus lesquels. Ils sont contraignants. Attendez, juste un mot parce que je pense que c'est important. On va rentrer dans la technique. Il y a un double discours, parfois une attitude ambivalente. Je suis dans l'OTAN, mais en même temps, je joue un jeu qui n'est pas celui de l'OTAN. Un exemple très concret. La Turquie dispose, comme membre de l'OTAN, d'avions de chasse américains, je sais plus si c'est F-16, F-15, bon, à vérifier. Qu'est-ce qu'ils ont fait récemment? Ça date pas d'aujourd'hui, ça date de quelques années. Ils ont acheté des systèmes de missiles anti-aériens russes, les fameux S-400, S-500, qui sont pas compatibles avec en plus les avions. Donc il y a un jeu quand même qui est compliqué. Mais je crois que la Turquie est quand même dans l'OTAN de manière claire. Et je pense qu'il faut parler un langage très clair, net, avec nos partenaires turcs dans le cadre de l'OTAN. C'est que faites-vous et jusqu'où êtes-vous avec nous? Mais ils sont dans l'OTAN mais ils ne peuvent pas peser contre le triptyque Grande-Bretagne, États-Unis, France. Je pense que la Turquie ne peut pas inverser cette tendance-là. Il y a 3 États qui comptent vraiment dans l'OTAN. Chaque réunion de l'OTAN est précédée d'une réunion entre effectivement Royaume-Uni, France et États-Unis. Il faut rappeler ce que c'est l'OTAN. L'OTAN, c'est la défense collective de l'Europe. C'est pas la projection sur d'autres territoires. Il faut rappeler également un deuxième point, c'est que notre dissuasion, nous, n'est pas mise dans l'OTAN. On garde une parfaite autonomie, une souveraineté sur la dissuasion totale, nucléaire. à la fois au niveau industriel, au niveau d'emploi, c'est très important de la dissuasion, alors que l'OTAN est une alliance nucléaire pour d'autres États. Et enfin, l'OTAN, pour nous, c'est un gage également d'interopérabilité. C'est des endroits où on apprend à travailler ensemble. Et ça, c'est très important pour développer les capacités opérationnelles de nos armées. Bien. Merci, messieurs. Merci. Non, c'est fini. Pardon. Je vais rajouter un mot à toi. Et oui, il est déjà 11h56. Mais c'est passionnant. On pourrait débattre 2 heures. Et sérieux. Et sérieux. Venez à la commission de la défense. On débat des heures à ce sujet-là. Voilà une bonne idée. On s'organise en face à l'opération de coopération de Shanghai avec la Chine, la Russie, le Pakistan. Je sais bien. Donc attention. Bien, il est 11h57. Merci d'être venu nous voir, d'avoir participé à ce débat et merci à toutes celles et ceux qui sont intervenus, qui ont eu envie d'intervenir, qui n'ont pas pu. Après les infos de midi, je nous parlerai de Mayotte. Pourquoi il y a une nouvelle manifestation aujourd'hui à Mayotte, sur l'île, contre la violence et l'insécurité. Nous en parlons avec la députée de Mayotte, Estelle Youssoufa, qui sera notre invitée dans quelques minutes, 11h57. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous allons parler de Mayotte. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle manifestation qui se déroule aujourd'hui, qui va se dérouler aujourd'hui à Mayotte contre l'insécurité. Je crois que la permanence de l'un des 2 députés de l'île, Mansour Kamardine, a été incendiée dans la nuit de mercredi à jeudi dernier. Toujours problème grave à Mayotte d'insécurité, de violence, mais aussi problème d'infrastructure, d'égalité sociale, immigration clandestine. Nous allons parler de tout cela avec l'autre députée de Mayotte, Estelle Youssoufa, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci pour votre invitation. Nous allons parler aussi de Mayotte, d'ailleurs, parce que dans le projet de loi Asile-Immigration de Gérald Darmanin, il y aura peut-être un volet consacré à Mayotte précisément, avec une modification du droit du sol. Enfin, on va en parler. Mais auparavant, il y a, comme vous le savez, il y a eu ce matin un Conseil des ministres consacré au projet de réforme des retraites. C'était la présentation du projet de loi. Et Félix Mathieu, à la sortie, Olivier Dussopt a apporté quelques précisions. Oui, sur l'âge de départ, notamment. Revenir sur les 64 ans, ça serait renoncer au retour à l'équilibre, estime Olivier Dussopt, qui ne laisse pas donc entrevoir d'inflexion là-dessus pour le moment. Quant aux seniors, la non-publicité de l'index sur l'emploi des seniors dans les entreprises de plus de 300 salariés, ça sera sanctionné, confirme le ministre du Travail. Obligation de publier cet index. Côté pénibilité, nous allons mieux tenir compte du cas des personnes exposées à plusieurs facteurs de pénibilité, promet Olivier Dussopt. Bien, nous allons, je posais une question. Je vais commencer à Estelle Youssoufa sur la retraite. Je rappelle que vous êtes membre
membre du groupe Lyot à l'Assemblée nationale. C'est un groupe qui réunit des élus indépendants, souvent ultramarins, corses, sans étiquette politique, c'est cela. Indépendants, on est libre de notre vote. On est un groupe parlementaire, donc ça nous permet d'avoir certains outils dans l'Assemblée, la parole, un président, etc. Mais on a liberté totale de vote et on l'utilise. Voilà, Bertrand Pancher, le président, je crois. Oui, avec Christophe Naegelen. Avec Christophe Naegelen. Cette réforme des retraites, en l'état, vous la votez ou vous ne la votez pas ? Moi, j'ai rien pour Mayotte, donc en l'état, je la vote pas. Il y a 5600 retraités à Mayotte et la moyenne de la retraite, c'est 230 €. Donc autant vous dire que j'attends quand même un minimum de gestes de la part du gouvernement. 230 €. 230 €, bien en deçà du plafond de la pauvreté en France. Et on est plafonné pour nos cotisations. On a créé les retraites à Mayotte en 1997. C'est une petite découverte. Comme on est français depuis 1841, l'État se déploie très lentement à Mayotte. Pas pour les impôts, bizarrement, ils sont beaucoup plus rapides. Mais c'est souvent le cas. C'est une rare efficacité. Bercy, ils sont beaucoup plus agiles que le reste beaucoup plus agiles que le reste du gouvernement. Donc, par exemple, pour nos droits, on est toujours très en retard à Mayotte, mais pour nos obligations, ça, il n'y a pas de souci. Donc, en l'état, vous ne votez pas. Ironie mise à part, j'attends du gouvernement qu'il ait des mesures pour nos anciens. Nous, on a 8 ans de moins d'espérance de vie. Vous allez déposer des amendements, non ? Quand on aura le texte. Quand vous aurez le texte. Mais quand vous aurez le texte, vous allez déposer des amendements. Évidemment, on va amender. Et nous, pour mémoire, à Mayotte, on a 8 ans de moins d'espérance de vie que dans l'Hexagone. Donc autant vous dire que la perspective de prolonger la durée du travail alors que déjà on a des retraites vraiment littéralement misérables, il va falloir que le gouvernement se penche sur la question de Mayotte pour les retraites et pour plein d'autres choses. Et pour plein d'autres choses, nous allons aborder tout cela justement après la pub. Il est 12h10, vous êtes sur Sud Radio. Tout de suite, ça va être passionnant, je peux vous dire, parce que on connaît mal Mayotte, beaucoup de Français connaissent mal. C'est un territoire français qui est dans l'océan Indien et c'est vrai, on voit des images sans arrêt. Mayotte, c'est le plus beau département de France, je peux pas vous dire les choses autrement, celles et ceux qui le connaissent pas. J'imagine, alors on va en parler. Il est 12h11, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Dès 14h, nous allons évoquer les pervers narcissiques. C'est un mot qu'on entend de plus en plus souvent, mais avec Hélène Becali, on vous aidera à les reconnaître et donc à les éviter. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Business Affaires. EDF accompagne ses clients entreprises au quotidien pour réduire leur consommation d'énergie. Rosette Moreski, vous êtes experte énergétique EDF, bonjour. Bonjour. Alors, dans le contexte tendu du secteur de l'énergie, la sobriété énergétique est la priorité pour les entreprises, c'est ça ? Oui, et des solutions existent déjà au sein du groupe EDF. On travaille par exemple avec l'entreprise Growfilex qui fabrique des équipements à base de résine de synthèse dans l'Ain. On démarre sur la base d'un audit complet de leur process industriel et EDF leur a permis de réduire de 20% leur consommation d'énergie. 20%, c'est bien, mais comment vous faites ? Par exemple en installant des LED et des variateurs de vitesse sur les pompes de collecteurs de distribution d'eau glacée. Ah oui, ça c'est très technique. C'est vrai, mais on est obligé de comprendre les process et les équipements de nos clients pour mettre en œuvre les actions adaptées à leur situation. C'est notre métier. Eh bien, merci beaucoup Rosette. Pour plus d'informations, rendez-vous sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Business Affaires. Salut Alex! Tiens, salut, qu'est-ce que tu fais là? J'ai un truc à te demander. Tu sais que je suis en plein travaux. Alors comme t'es artisan, j'ai besoin de conseils. Tu vas où pour ton matos? Pour l'outillage, c'est Big Mat. Et les matériaux? Toujours Big Mat. Tu sais, eux aussi ce sont des pros. Pour les pros et les particuliers. Artisan, quelle que soit votre activité, Big Mat est à vos côtés et vous accompagne sur tous vos chantiers. Professionnels et particuliers, trouvez le magasin le plus proche de chez vous sur bigmat.fr. Big Mat. Les bâtisseurs ont leur maison. Oh, qu'est-ce que j'ai mal au dos! Depuis le temps qu'on doit changer de fauteuil. Oui, mais on n'a pas les moyens. Faux problème. En ce moment, chez Bureau Vallée, le fauteuil Malice est à prix coûtant. Avec lui, c'est 8 heures de travail confortable à assurer. En plus, son assise en tissu Teddy est franchement originale. À prix coûtant? Oui, 159,46 € TTC. Seulement chez Bureau Vallée. C'est pas génial? Oh si, et mon dos est déjà ravi. Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas. Prix à emporter et monter soi-même, valable du 16 au 28 janvier, magasin participant sur bureau-vallée.fr. Sud Radio à Brignoles en DAB+. Sud Radio. Baron de l'Estac. Et si je te dis certification Terravitis? C'est une viticulture responsable et Baron de l'Estac s'y engage. Baron de l'Estac, ça, c'est Bordeaux.
d'eau. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. En janvier, partout en France, on entend ça. Santé. Et surtout la bonne santé. À ta santé. Santé. Et à chaque fois, c'est accompagné de ces petits bruits. Et souvent, quand on trinque, c'est avec de l'alcool. Pourtant, la bonne santé n'a rien à voir avec l'alcool, car l'alcool multiplie les risques de cancer, d'AVC hémorragique et de troubles du rythme cardiaque. Faites le point sur alcoolinfoservice.fr. Ceci est un message du ministère de la Santé, de la Prévention et de Santé publique France. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h14 avec nous Estelle Youssoufa, députée Lyotte de Mayotte. Estelle Youssoufa. Alors, permanence du député Kamardine, incendiée dans la nuit de mercredi à jeudi. Manifestation, nouveau rassemblement aujourd'hui pour dénoncer la violence, la sécurité. Malheureusement, c'est structurel, l'insécurité à Mayotte. Sauf que l'incendie là de la permanence de mon collègue Mansour Kamardine, elle intervient dans un climat très particulier. En fait, quelques jours avant, il y a eu la destruction de bidonvilles, d'habitats illégaux qui sont principalement ceux de clandestins. Oui. Et en fait, nous, on comprend l'incendie contre la permanence de Mansour Kamardine comme des représailles de la part des clandestins parce qu'il y a eu la destruction des bidonvilles. À chaque fois que l'on détruit un bidonville, il y a des représailles d'ailleurs. Oui. Et en fait, nous, ce qu'on veut, c'est surtout que le gouvernement ne fléchisse pas. On refuse que les terroristes gagnent. Il n'est pas question que la terreur qui règne à Mayotte fasse reculer le gouvernement. Moi, je l'ai dit, et la population, j'avais organisé une rencontre entre le ministre Darmanin et des acteurs de la société civile. Nous, à Mayotte, on est prêts à endurer tout ce qu'il faut pour virer et chasser les clandestins. Il n'est pas question que le non-droit règne à Mayotte. Donc, si la République regagne le terrain et que c'est une bagarre, parce que c'est une bagarre, on est prêt à endurer les effets secondaires. Il faut regagner le terrain, c'est-à-dire détruire les bidonvilles, c'est-à-dire détruire les bidonvilles là où se réfugient tous les trafics et tous les trafiquants. Détruire ces villages clandestins dans la campagne où se réfugient les trafiquants. Il y aura des représailles, il y a des représailles et on est prêt. Nous, la population, on a dit on est prêt, on serrera les dents, mais on se battra centimètre par centimètre aux côtés de nos gendarmes et de nos policiers et on regagnera le terrain perdu. Oui, il y a des représailles. L'incendie de la permanence de Mansour en est une. Il y avait eu des attaques contre les villageois quand ils avaient dénoncé les habitats clandestins. Donc c'est quelque chose, c'est une terreur qu'on subit, mais on est prêt à serrer les dents si la République regagne le terrain et garde le contrôle de la situation. Combien d'habitants à Mayotte ? Officiellement, selon l'INSEE, 387 000. En réalité, au moins un demi-million. Pendant la pandémie C'est-à-dire qu'il y a au moins 150 000 clandestins à Mayotte. Oui, au bas mot. Sur une population de 380 000 habitants. Non. Il y a 380 000 qui sont comptabilisés et en plus, il y a 150 000. On est un demi-million. En plus, En réalité, on est un demi-million. On compte la consommation d'eau, on compte les importations de riz, on compte le nombre de puces électriques. Quand il y a eu l'épidémie du Covid, le préfet de Mayotte a distribué 450 000 masques en disant fièrement un par adulte. Sachant que la moitié de la population a moins de 20 ans, ça vous donne une petite idée de l'erreur de l'INSEE. Par contre, c'est pas une erreur gratuite. Quand l'INSEE ne sait pas très bien compter à Mayotte, ça évite à l'État de devoir transférer trop d'argent à mes collectivités locales. Donc c'est pas une erreur je comprends. Qui est inutile. 3/4 d'habitants sous le seuil de la pauvreté. Selon les statistiques. Erronées. Des infrastructures qui manquent. Parfois manque d'eau même, d'eau potable. C'est pas parfois, c'est tous les jours. Tous les jours manque d'eau potable. On n'a pas. Quand vous ne savez pas compter votre population, vous ne pouvez pas mettre en place de politique publique. En plus, Mayotte est largement sous-investie. C'est la plus petite dépense de l'État par habitant en France. Donc on est français depuis 1841, mais on a réapparu sur les radars de la République depuis à peu près 10 ans avec la départementalisation. Et donc en attendant, il y a eu beaucoup d'investissements qui n'ont pas été faits, dont celui de la production en eau potable. Donc nous, tous les jours, on a des coupures d'eau sur l'île de Mayotte. Tous les jours, nous, citoyens français, on paye une des eaux les plus chères de France. Dans notre facture d'eau, et au supermarché, un pack d'eau de 6 litres d'eau, c'est entre 9 et 12 euros à Mayotte. C'est très cher. Voilà. Et donc, on a effectivement des coupures d'eau, ce qui pose des questions d'hygiène, ce qui pose des questions simplement d'égalité. En fait, quand vous n'avez pas d'eau, comment est-ce que vous fonctionnez normalement ? Donc, notre sport préféré à tous à Mayotte, c'est d'aller faire le tour des magasins
magasins pour essayer de trouver des bouteilles quand il y a des coupures. C'est d'éviter que vous ayez une machine qui soit en route quand il y a des coupures intempestives, parce que sinon ça vous bousille la machine à laver ou la machine à laver la vaisselle. Et ça, en fait, c'est quelque chose, c'est une injustice qui nous est faite. Le gouvernement parle beaucoup des coupures d'eau aux Antilles et il n'y a pas de plan hors sec pour l'eau pour Mayotte. Moi, c'est un de mes combats à l'Assemblée. J'aimerais quand même qu'on prenne en compte le fait qu'il est urgent de travailler sur la production d'eau potable à Mayotte. Donc, infrastructure qui manque. Oui. Donc, une île merveilleuse. C'est un paradis. C'est un paradis en plein cœur de l'océan Indien. Un paradis marin, mais aussi un paradis terrestre. Oui. Avec une végétation et un écosystème absolument extraordinaire qui est actuellement en train d'être détruit, peu à peu, lentement mais sûrement. Pourquoi ? Parce qu'il y a des rejets d'eau usée, par exemple, dans le lagon. Pourquoi ? Parce que on va déforester une partie de cette richesse Mayotte, c'est de tout Mayotte. Petit. C'est 375 km², on fait le tour dans la journée. C'est un des plus grands lagons fermés du monde. Donc c'est un écosystème qui est unique, qui est incroyable, avec des coraux, des espèces particulières comme les maquis, les petits singes que vous avez vus dans le film de Madagascar de Disney. Donc c'est des espèces endémiques qui sont reconnues par le GIEC. C'est un hotspot de la biodiversité, il y a une forêt primaire. Et en fait, l'explosion démographique avec la poussée migratoire fait que les clandestins vont construire des villages au fin fond des forêts pour se cacher des routes. Il y a un déversement, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, de toutes les eaux usées, des déchets dans le lagon. Et pour nous, Mahoraises et Mahorais, c'est une douleur. On estime que notre espace naturel est sacré. Et ce qu'on est en train de faire en détruisant Mayotte, c'est de détruire non seulement ce dont on a hérité, mais qu'on ne pourra pas transmettre à nos enfants. Bien sûr. On est en train de rendre Mayotte inhabitable. Immigration illégale qui vient des Comores. Oui, principalement. Oui. Principalement des Comores. Alors, il faut absolument lutter contre cette immigration illégale. Comment lutter ? Eh bien, en essayant... Gérald Darmanin dit... Ce n'est pas en mettant toujours plus de forces de police qu'on y arrivera. Il faut prendre d'autres mesures. Vous êtes d'accord ou pas ? Moi, je pense que il faut revenir quand même à la base. La lutte contre l'immigration clandestine, sans faire de sémantique, c'est l'entrée sur le territoire. Oui. Une fois que vous êtes dans la lutte sur l'immigration clandestine telle qu'elle est actuellement conçue, c'est-à-dire de l'expulsion, on est déjà en échec en politique publique. Oui. Moi, ce que je veux, c'est qu'on ait qu'on ait un patrouilleur outre-mer au large de Mayotte qui protège nos frontières maritimes. Parce qu'une fois que les clandestins ont mis le pied à Mayotte, ça leur ouvre des droits. Ils viennent en bateau. Tous les jours, il y a à peu près entre 60 et 80 personnes qui débarquent en bateau à Mayotte. Contrairement aux idées reçues, ça a été fait de protéger notre frontière maritime. Et donc, j'attends beaucoup du détail de la loi de programmation militaire que vous avez évoqué un peu plus tôt. Et j'avais interpellé le chef de l'État en septembre en lui disant « il nous faut des moyens ». Imaginez quand même que les forces françaises dans l'océan Indien, elles sont toutes déployées à La Réunion. Et que nous, à Mayotte, qui sommes le territoire qui est le plus sous pression migratoire, on n'a pas de patrouilleur outre-mer dédié à la lutte contre l'immigration clandestine qui est basé à Mayotte. Donc moi, mon combat, c'est vraiment de dire concentrer les forces pour lutter contre l'immigration clandestine, surtout que cette immigration est vraiment un outil dans la politique des Comores pour revendiquer notre territoire. Nous, Mayotte, on a un conflit territorial avec les Comores, nos voisins, qui revendiquent Mayotte, qui ne reconnaissent pas que Mayotte est française. Et en fait, depuis une quinzaine d'années, on a vu se déverser une population comorienne qui est encouragée par les autorités. Donc, pour moi, c'est très important de faire comprendre ici que ce n'est pas qu'un drame humanitaire, c'est un outil. Et on l'a vu, par exemple, en Biélorussie, on l'a vu avec les Turcs. Il y a maintenant des États qui utilisent l'arme migratoire pour déstabiliser un territoire. Nous, à Mayotte, c'est ce qu'il se passe. C'est vraiment le territoire est en train d'imploser sous le poids migratoire. C'est une urgence que le pays se mobilise et nous permette de protéger la frontière et nous aide aussi à faire face à ce flux migratoire. On est un désert médical, Mayotte. Il y a 11 lits de réanimation pour 1 million d'habitants. On a, on doit prendre l'avion pour aller voir un ophtalmo, on doit prendre l'avion pour essayer d'avoir une IRM. Enfin, c'est un drame qu'on vit. On a d'ailleurs 8 ans de moins d'espérance de vie que dans l'Hexagone. On le paye dans notre chair. Donc cette question de la crise migratoire, elle est en train de déstabiliser tout Mayotte. Alors Estelle Youssoufa, la crise migratoire, mesures fermes et efficaces, il faut absolument. Et parmi les mesures fermes et efficaces, évidemment, la remise en cause du droit du sol.
Oui, ça en fait partie. Ça a été fait par le sénateur Tani. Oui. Mais pour le moment, on n'a pas vu de mesures. On n'a pas vu d'impact. Non. À Mayotte, on n'a pas vu d'impact. Donc en fait, ça, c'est quelque chose qui a un effet sur 5, 10, 15 ans. Mais nous, on a besoin... La crise, elle est aujourd'hui. Quand vous avez 80%... Donc il faut réformer le droit du sol. Oui. Mais comment? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut imposer? A priori, la logique de faire des bébés papiers doit s'arrêter à Mayotte. Vous pouvez pas avoir des parturientes qui arrivent à l'hôpital et puis après qui sont Gérald Darmanin dans une situation de non-droit, elles sont plus expulsables. S'il y a un parent qui a un enfant qui est potentiellement de manière régulière sur l'île depuis au moins d'un an. Oui, depuis au moins un an. Mais moi, d'abord, je voudrais quand même rappeler aux autorités qu'il n'y a pas que des Vierges Marie. Un seul parent, ça veut dire qu'on accepte qu'il y ait qu'un seul parent, une mère célibataire. Moi, j'aimerais qu'on parte du principe que ces enfants sont faits à deux, comme tous les autres enfants. Sur le droit du sol, vous, qu'est-ce que vous demandez, vous, Estelle Moi, je demande, avant d'aller sur la question du droit du sol, qui est une solution long terme, nous, on est dans l'implosion quotidienne. C'est-à-dire que le sentiment d'urgence qu'on connaît à Mayotte, je pense, ne pénètre pas les cerveaux ici. Oui, non, mais d'accord. Mais oui, mais non, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas dire on va dissuader au-delà de ce patrouilleur. Comment faites-vous pour empêcher que les Comoriens entrent à Mayotte? On doit changer de ton avec le président comorien. Moi, je rappelle que quand même les Comores sont subventionnés et vivent totalement au crochet de Paris. Donc à un moment, il faut qu'il y ait des sanctions. Parce que quand vous avez un président qui encourage l'immigration à Mayotte, vous pouvez pas dire c'est pas bien chéri et en même temps le financer. Donc quand il est invité en tribune présidentielle le 14 juillet, alors qu'il envoie toute sa population nous massacrer à Mayotte, imaginez que pour nous, c'est quand même une grande violence. Donc d'abord, il faut changer de discours avec les Comores, les sanctionner, mettre fin au chantage migratoire. La deuxième chose, c'est qu'il faut protéger notre frontière. On peut pas continuer à jouer au chat et à la souris avec les clandestins. On est la zone où il y a le plus de reconduites à la frontière, mais fondamentalement, ces reconduites, ce sont celles et ceux qui peuvent être expulsés. Une fois que vous avez un enfant qui est potentiellement français, vous n'êtes plus expulsable. Donc à Mayotte, on est dans les confins des contradictions du droit de l'immigration en France. Une fois que vous avez mis le pied sur le territoire français, ça vous ouvre des droits, même si vous êtes en situation irrégulière. Donc à Mayotte, on a besoin d'avoir des réponses qui soient à la hauteur du problème. Quand vous avez plus de place dans les écoles, qu'on est en rotation, parce que 80% des élèves inscrits sont des Comoriens, on est dans une crise migratoire qu'on a peine à imaginer ici. Moi, mes enfants n'ont pas accès à l'école. Les familles mahoraises, elles quittent le territoire pour aller se scolariser, pour aller se soigner, parce que on ne fait plus face. On n'a pas d'eau. Je veux dire, à un moment, ça devient critique. Bien. Et vous attendez beaucoup de la loi immigration. Oui, évidemment. De Gérald Darmanin. Nous allons voir s'il y a un volet Mayotte. Je pense qu'il y aura. On espère, on attend, on y travaillera. Merci beaucoup Estelle Youssouffa d'être venue nous voir ce matin. C'était passionnant, on a appris beaucoup de choses, encore une fois. C'est notre volonté. Apprenons. Toujours du bien. Il est 10h30, midi et demi. On se retrouve demain. En attendant, c'est André Bercoff.